ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Fleur Jassoigne, directrice de la communication et de l'informatique à l'ARES. Fleur nous parlera de la plateforme e-Paysage, un projet porté par l'ARES depuis 2016 et déployé lors de la rentrée académique 2023-2024. Écoutez la suite pour en apprendre plus sur cette plateforme informatisée qui fait davantage entrer l'administration de l'enseignement supérieur dans l'ère du numérique et de la simplification administrative. Bonne écoute! Pour commencer, revenons sur la genèse d'e-Paysage. Pouvez-vous nous expliquer quel était l'objectif initial fixé par les autorités politiques au moment de son lancement et quels besoins spécifiques ce projet devait-il rencontrer ? À l'origine, c'est le décret paysage, donc du 7 novembre 2013, qui fixe comme objectif à l'ARES de coordonner le développement d'une base de données centralisée des inscriptions. Sur cette base, en 2016, on met en place des ateliers de réflexion avec les établissements d'enseignement supérieur et les commissaires et délégués du gouvernement dans le cadre du contrôle de la régularité et de la finançabilité pour analyser en gros en quoi consiste le processus d'inscription et des activités de contrôle en aval sur ces inscriptions. De cette réflexion commune émerge ou aboutira e-Paysage, c'est-à-dire que c'est le fruit de plusieurs constats. Le processus administratif est très long et très complexe. Il requiert beaucoup d'énergie de la part de toutes les parties, que ce soit les étudiants, les établissements, les commissaires et délégués, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, les informations qui sous-tendent les documents sous forme de données sont présentes dans l'administration. Donc, c'est-à-dire que les pièces qu'un étudiant doit rentrer auprès de l'établissement ou auprès de l'administration qui sont liées au traitement de son inscription contiennent des informations qui sont en fait déjà présentes dans des bases de données auprès de différentes institutions. Donc, la transformation du projet a lieu, c'est-à-dire qu'on passe de l'alimentation d'une base de données limitée aux inscriptions. Ça s'étend en une plateforme d'échange de données concernant toute la cartographie de l'inscription. C'est devenu en fait un projet de simplification administrative en co-construction avec les acteurs de terrain, donc les établissements, les commissaires et délégués, le service des allocations d'études, l'AECES, etc. Et qu'est-ce que c'est la simplification ? La simplification administrative, en fait, ce sont les mesures pragmatiques et concrètes qui sont destinées à faciliter les relations entre l'administration et ses usagers au sens large. Donc, soit en supprimant des documents ou des procédures, soit en dématérialisant ces démarches ou en harmonisant des modalités et des délais pour les procédures administratives. Donc, il faut savoir que la simplification administrative est une priorité politique. On retrouve l'expression reprise par moins de 16 fois dans le texte de la déclaration politique communautaire. Alors, on retrouve des exemples de la vie courante que les gens connaissent bien en matière de simplification administrative. Par exemple, les prescriptions médicales qui sont envoyées désormais sur la carte d'identité, c'est une simplification administrative, ou la déclaration d'impôt qui est pré-remplie, c'est une mesure de simplification administrative. Pouvez-vous nous détailler quels sont les composants d'e-Paysage déjà opérationnels et lesquels sont encore à développer ? Comment ces différentes phases de déploiement se déroulent-elles ? Donc, un projet de simplification administrative, ça se construit en 3 grandes étapes. L'analyse, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment dérouler le processus administratif. Ensuite, on identifie les sources de données d'intérêt, dont certaines sources authentiques, par exemple le registre national. Et enfin, c'est la mise en place des interactions entre les applications informatiques de gestion pour les sources de données. Alors, pour e-Paysage, le premier élément de l'écosystème, parce que e-Paysage, c'est un écosystème, c'est pas une base de données, c'est un écosystème, un ensemble de bases de données et d'échanges de services. La première réalisation, elle se passe en 2017 avec la mise en place de la première source authentique, qui est la base de données centralisée des habilitations et des études. Donc, cette source-là permet de consulter les données relatives aux études, les conditions d'accès, les diplômes et les évaluations de l'AECES. La source, elle permet de standardiser
standardiser les données relatives aux études, d'utiliser numériquement les informations légales qui sont reprises dans les textes, garantir la conformité légale des diplômes et limiter le nombre de données collectées auprès des établissements pour maintenir à jour les moteurs publics de recherche sur les études, comme celui qui est sur mesetudes.be par exemple. Ensuite, le deuxième service qui est mis en place en 2019, c'est le service des bourses d'études ou des allocations, pour être plus correct dans le terme. À partir de ce service, les établissements récupèrent automatiquement les données relatives à la demande de bourse et à son statut pour les intégrer dans leur système d'information. Et en retour, et ça c'est encore en cours de développement, le ministère de la Fédération de Bruxelles pourra consulter si un étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de la communauté française. C'est la première étape pour l'automatisation du droit. Donc actuellement, ce qui a été simplifié, c'est que l'étudiant ne doit plus faire la preuve de son allocation ou de sa demande d'allocation. Et la simplification suivante, c'est qu'il ne devra plus faire sa demande quand il s'inscrira. Les échanges informatiques avec le ministère permettront automatiquement de déterminer s'il est bénéficiaire d'une bourse. Alors, le service suivant qui a été mis en place aussi en 2019, c'est le service fraudeur. Donc, c'est à partir de ce service que les commissaires et délégués du gouvernement peuvent introduire de manière centralisée et en autonomie les données signalétiques des fraudeurs à l'inscription et des périodes de sanctions d'exclusion ou d'inscription. Donc, les établissements, ils peuvent consulter via ce service, soit par des échanges automatisés de données, soit en consultation d'écran, si un ou une future étudiante a été déclarée fraudeur ou fraudeuse. Et ce service offre la garantie du droit à l'oubli pour le fraudeur à l'issue de la sanction. Il ne reste pas éternellement, ça se fait automatiquement à la fin de la sanction. Le service suivant qui a été mis en place, c'est en 2022, c'est la gestion des recours via la CPRI, donc la commission qui étudie les recours au refus d'inscription des étudiants. Et donc cette plateforme-là, elle permet pour l'étudiant qui s'est vu opposer un refus d'inscription d'introduire un recours et pour les membres de la CPRI d'analyser et de fournir la décision par rapport au traitement du recours. Le service suivant, on arrive en 2023, c'est la plateforme Cielsup inscription. Donc là, c'est un peu le cœur, peut-être le morceau que beaucoup attendaient. C'est la centralisation des inscriptions proprement dites. Donc on a d'abord construit le référentiel des études, parce que quand on inscrit un étudiant, on l'inscrit dans des études. Donc il faut d'abord pouvoir avoir un référentiel avant de pouvoir construire autour les services. À partir de cette interface unique, les établissements d'enseignement supérieur peuvent interroger sur la base du registre national, comme authentification unique de l'étudiant, l'ensemble des inscriptions d'une personne en communauté française. Elle peut consulter le passé de la personne hors communauté française, donc pour autant qu'il ait été chargé, si la personne est répertoriée dans la base de données des fraudeurs et si la personne a introduit une demande de bourse d'études. Donc les différents services ont été connectés pour être accessibles au sein de Cielsup Inscription, en plus de l'inscription en tant que telle. Cielsup récupère toute une série de données issues de sources authentiques. La fiche signalétique de l'étudiant, elle est créée automatiquement à partir des informations récupérées au registre national ou au registre BIS de la BCSS pour les étudiants non résidents. La fiche étude, elle n'est pas non plus encodée par l'établissement, elle est créée automatiquement à partir de la base de données OPS dont j'ai parlé plus tôt. Et en fin de parcours d'études, le diplôme, lui, il est automatiquement envoyé dans une source centralisée des diplômés de l'ensemble de la communauté française, la base de données d'ADI, sur laquelle pourront venir se connecter toute une série d'institutions et de services qui devront vérifier ou qui auront besoin d'accéder à la donnée d'un diplôme d'un étudiant. Quelles sont les perspectives d'utilisation sur le long terme d'e-paysage ? Alors, e-paysage, sur le long terme, c'est d'autres utilisations des données qui sont mises en place, notamment l'exploitation statistique qui va permettre d'alimenter le pilotage et l'évaluation des politiques publiques. C'est permettre l'automatisation des droits pour les étudiants, par exemple pour les transports en commun. Nous sommes en contact avec la SNCB qui souhaiterait pouvoir vérifier automatiquement la régularité ou le fait qu'un étudiant s'inscrit quand une personne demande un abonnement étudiant. Et la lutte contre la fraude, par exemple la fraude aux fausses attestations d'inscription, la lutte contre les faux diplômes, par exemple. Et enfin, à partir de 2027, la plateforme e-paysage sera gérée par le ministère. Il y a un transfert qui va se faire entre l'administration de l'ARES et le ministère. Un projet de cette ampleur implique forcément un grand nombre d'acteurs, notamment les acteurs publics. Quels sont les principaux défis qu'e-paysage pose à l'administration publique, notamment en termes de simplification et de transparence à l'égard des bénéficiaires ? Donc les défis sont multiples, à commencer par le nombre d'acteurs impliqués. Une quarantaine d'établissements d'enseignement supérieur, des intervenants de services publics à différents niveaux.
Pour les établissements d'enseignement supérieur, il y a le gros défi de la normalisation de la donnée. C'est-à-dire que dès qu'on échange des données, il faut qu'elles aient toutes le même format, qu'elles aient toutes la même définition. La mise à jour des services informatiques pour pouvoir fonctionner avec des échanges automatisés, par exemple. Il y a les défis liés à la réglementation sur la vie privée, forcément, parce que c'est pas parce qu'on développe informatiquement des échanges qu'on a le droit d'échanger. Donc tout ça se fait dans le cadre du règlement général de la protection des données. Donc pour chaque donnée consommée ou envoyée, il y a des protocoles d'échange des données qui sont établis. Et je dirais que le défi, ça a été de la co-construction, de mettre tout le monde autour de la table, de faire évoluer les textes légaux aussi pour que tout ça puisse se dérouler. Enfin, une dernière question. Pourquoi la réalisation d'e-paysage aurait-elle été impossible sans l'ARES ? Quelle a été sa contribution spécifique qui a rendu ce projet réalisable ? Alors, un projet de simplification administrative tel que celui-ci nécessite un acteur qui rassemble tout le monde, qui fasse fonctionner la co-construction, serve de courroie de transmission et surtout mette en place les développements informatiques mutualisés qui permettent à tout le monde de pouvoir se connecter au même service. Donc on ne peut pas demander à 40 établissements de chacun développer en autonomie un web service pour aller consommer la base de données des allocations d'études, par exemple. C'est faire 40 fois le travail, ça coûte 40 fois plus cher. Donc ce sont des économies d'échelle, ce sont des économies de temps, de ressources humaines. C'est en fait, j'ai un peu envie de dire, le bon sens. Il faut un acteur qui puisse mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir concevoir et co-construire le projet de façon collective, tant pour l'utilisation des ressources que pour l'optimisation et pour identifier les étapes clés d'un processus qui implique autant d'acteurs afin de les simplifier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.